Je sais que forcément, quand on parle d'espèces exotiques envahissantes, il va y avoir des questions, il va y avoir des commentaires. Le souci, c'est que notre grand témoin, Véronique Gosselin, est déjà en retard parce qu'elle a un autre engagement juste derrière. Et donc, rapidement, venez Véronique. Je voudrais, avant qu'on passe à des questions pour vous, le cas échéant, voilà, vous offrir le micro pour... ces quelques conclusions en forme de pré-conclusion, du coup, en forme de regard. Allez-y, il y a encore de l'espace pour vous. Et le micro est là, vous pouvez nous en parler, histoire que vous ne soyez pas trop en retard quand même. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. On le rappelle, hein, Véronique, vous êtes secrétaire exécutive de la Commission internationale de l'ESCO, donc forcément, quand on parle de biodiversité de l'ESCO, bah, ça ne peut que vous interpeller. Voilà, tout à fait. Donc, peut-être juste pour vous situer un petit peu qui je suis et la Commission internationale de l'ESCO. Donc, la Commission internationale de l'ESCO est finalement l'organe de collaboration entre les parties qui la composent, donc 6 parties distribuées sur 3 pays, et donc coordination entre les parties. Pour ce qui concerne l'implémentation des directives cadre sur l'eau et directives inondation. Donc on voit bien que là on est à un niveau entre les administrations et puis on sait très bien que sur le terrain c'est aussi évidemment d'autres niveaux, les gens de terrain, vous, qui mettez en œuvre finalement ce qui est nécessaire pour que ensuite à un niveau plus global on atteigne progressivement la qualité des cours d'eau souhaités et exigés par l'Europe. Par l'état écologique, voilà, exactement. Et donc aujourd'hui c'est vraiment intéressant de voir comment le travail est mené sur le terrain et de pouvoir assister à cet échange d'informations et de connaissances sur des thématiques finalement diverses autour de la question de la biodiversité dans la vallée de l'Escaut. Et donc, j'ai trouvé fort intéressant, effectivement, ces échanges. Alors, j'ai pris quand même... Allez, on ouvre le petit calepin. Voilà. Qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous retenez? Alors, mais bon, c'est effectivement la qualité des exposés, le côté très pointu, très détaillé finalement, qui permet d'expliquer comment les choses, comment la biodiversité s'agence concrètement, comment elle se décline. Alors, vous l'avez annoncé en début de séance, on n'a pas parlé de l'ensemble de la biodiversité. Il y a des choix qui ont été effectués, mais on a quand même parlé des milieux, des habitats et d'une série d'espèces dans différents groupes d'organismes animaux, essentiellement. Et on l'a vu sur différentes parties du territoire de l'ESCO en fonction des expertises, des échanges d'informations qui ont pu avoir lieu. Alors, ce qui me semblerait intéressant par la suite, c'est de pouvoir poursuivre ces échanges de façon à finalement pouvoir mettre en place des outils qui permettent une vision globale, une lecture commune des différentes problématiques qui ont été abordées ici. J'ai vu tout un tas de cartes vraiment très intéressantes, et puis peut-être que l'étape suivante, c'est de pouvoir présenter par exemple des cartes au niveau de transfrontalière du territoire, des cartes transfrontalières au niveau global. Au-delà de l'aspect visuel, c'est vraiment la possibilité d'une lecture commune. C'est-à-dire que cela nécessite de s'harmoniser sur les métriques, sur le vocabulaire. On est ici, on l'a bien vu aujourd'hui, dans une situation finalement pas trop compliquée
compliqué parce que c'est seulement bilingue, hein, on va dire, ça pourrait être pire, mais ça veut dire qu'on doit s'harmoniser sur le vocabulaire, sur les définitions, sur ce qu'on entend par tel et tel concept, et ce sont des choses qui ont été faites lors de la journée d'aujourd'hui. Et donc là, ce sont des choses intéressantes à harmoniser au sein de bases de données de représentation commune. On a vu, il y a eu des questions en ce sens. On voit en France, on voit en Flandre, et est-ce identique dans la région voisine, etc. Et à partir de ces visions, de ces lectures communes, de cette vision commune, on peut ensuite travailler à une gestion peut-être plus harmonisée, plus en compréhension de ce qui se passe chez les voisins, sachant que chacun est responsable sur son territoire de l'implémentation, de la mise en œuvre des actions, mais de pouvoir en discuter, de pouvoir se coordonner, évidemment, apporte une réelle valeur ajoutée à ce que chacun pourra faire sur le terrain. Donc c'était un petit peu ça que je voulais souligner. Donc, cette collaboration, alors elle va se faire thématique sur thématique, mais on l'a bien vu aujourd'hui, également l'importance de la vision transversale et de la collaboration transversale. On est revenu souvent sur l'importance des habitats, des milieux, de la qualité hydromorphologique. Donc on ne peut pas se contenter de travailler sur un aspect très spécifique. Il y a besoin de collaboration et d'échanges transfrontaliers, mais aussi transversaux. Et puis le dernier élément, je dirais, c'est un échange entre les niveaux de compétences. Ici, on est vraiment à la source de la compréhension et du changement des choses sur le terrain. Et puis on sait bien, et je suis bien placée, pour ce qui est après du rapportage à l'Europe, on est à un niveau beaucoup plus général qui a finalement intégré toute une série d'informations. Et me semble également utile, pertinent et nécessaire d'avoir également une communication entre ces niveaux de compétences pour vous peut-être avoir une information déjà intégrée, rassemblée également à une échelle transfrontalière, et inversement que les échelons de pouvoir travailler ensemble, puissent également bénéficier de votre expertise et de votre propre vision transfrontalière. Ouais, c'est intéressant en plus que vous veniez avec ces pistes de travail en commun, Véronique, puisque on est dans une phase, pour ceux qui savent, ça j'ai entendu qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient de la partie, on est dans une nouvelle phase de programmation de projets européens, donc des projets Interreg, donc il y a peut-être des pistes de futurs projets, là, des partenariats en développement qui vont se négocier tout à l'heure autour des sandwichs. C'est que je vous souhaite, et je vous laisse aller, Véronique, parce que je sais que vous avez juste encore une un engagement derrière. C'est qu'au sein de la Commission internationale de l'ESCO, comme on disait, ce sont les administrations qui composent la commission. Maintenant, des observateurs peuvent toujours faire, d'autres associations peuvent faire la demande de devenir observateurs, et à ce titre participer à l'une ou l'autre activité, et en tout cas à l'assemblée plénière. Ça peut être aussi une manière de faire le lien entre nos différents niveaux d'implication par rapport à l'ESCO. Et donc là, je vous invite, si ça vous intéresse, soit à consulter notre site web ou à reprendre contact avec moi ultérieurement. Merci, voilà. Merci beaucoup Véronique pour ces mots de pré-conclusion. Je vous laisse franchement y aller, je sais que vous êtes attendus, et effectivement on peut vous applaudir.
Avant de refermer définitivement cette matinée, parce que je voudrais quand même pas qu'on passe à côté de ça, Nicolas et Guillaume sont à votre disposition si vous avez encore des questions, des commentaires ou des compléments au sujet de ces espèces exotiques envahissantes. Donc allez-y. Alors, madame, elle est très prolixe et moi je suis contente quand j'ai quelqu'un qui est réactif et qui a plein de questions à poser. Alors, le micro, vous l'avez de votre côté. Ou Véronique est partie avec? Non, il est... Ah voilà, ok, on l'a. Donc il peut monter, du coup, chez madame, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Et puis on vous écoute. On n'a plus beaucoup de temps, donc questions courtes et réponses courtes, si vous voulez bien. Voilà. Merci. J'ai pas compris tout à l'heure les crabes chinois qui étaient enlevés il y a plus de 8 tonnes. Vous parlez de déplacés. T'as déplacé où? Ah, c'était pour Nicolas. Oui, on va être ailleurs, on est prévu jusqu'à midi et effectivement, on sera en retard pour la prochaine émission. Oui, les excuses, on aimerait rester, mais on ne peut pas repartir pour... It's about the crabs. You said that you were moving them. But I would like to understand, where do you move the crabs? Where the crabs are caught. Yep. Yeah, Do I use English or? if you speak in English, maybe I can translate. We do our best. So when the crabs are removed from the water, they are destroyed. When they are put back in the water, they are put back downstream, so they go in a circle. I mean, they don't really go in a circle. They stay more in the place where they are put back in the water. They don't go back upstream, or not as much. Ok, donc pour ceux d'entre vous, on fait comme on peut, hein. Donc voilà. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas compris l'anglais, donc l'idée n'est pas de déplacer les crabes ailleurs, vous l'avez compris, c'est effectivement de les attraper et puis de les détruire. Donc c'est sans doute une subtilité que la traductrice n'avait pas, enfin l'interprète, pardon, n'avait pas compris tout à l'heure. Thank you for the response. Une autre question, un autre commentaire autour de ces espèces exotiques envahissantes, si vous le souhaitez. Voilà, monsieur là-bas. Le micro vous arrive. Bonjour, Mathieu Lucas du Musée d'Histoire naturelle de Tournai. J'ai une question un peu plus généraliste. Allons-y. Parce que j'ai prévu une question-réponse plus généraliste en fin de matinée. On a évoqué la qualité de l'eau, la qualité et l'importance des différents habitats qui y sont liés. Mais quel est l'impact du transport fluvial sur les différents taxons qui ont été évoqués ce matin? Quand je parle d'impact du transport fluvial, c'est du transport proprement dit trafic. C'est d'actualité, il y a une augmentation du tonnage ici pour l'instant, je ne parle pas des infrastructures comme les excuses ou des berges ou des échelles à poissons, des choses comme ça. C'est peut-être difficilement quantifiable, mais est-ce que c'est plutôt à tendance négligeable ou alors est-ce que c'est inquiétant pour le futur? Merci pour cette question. Je me tourne vers les intervenants qui sont dans la salle et peut-être aussi vous autres participants si vous avez une expertise autour de l'impact du trafic fluvial. J'ai envie de vous dire, ça serait le moment, ça serait l'instant. Est-ce que quelqu'un peut... C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, hein? Allez, Cédric tente sa chance. Cédric, qu'on a entendu tout à l'heure, et je vous le rappelle, hein, il est chargé de mission au Conservatoire des espaces naturels, Cédric. Je suis désolé, je vais répondre un peu à côté, mais je vais répondre quand même. En fait, je ne sais pas si c'est dans le trafic en lui-même, en tout cas pour le groupe dont j'ai présenté un peu des éléments, que l'aménagement qui permet le trafic. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on passe sur un grand gabarit, on uniformise énormément, on homogénise énormément, en fait, on n'a pas de milieu interstitiel. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de place en fait sur les habitats marins pour les zones. D'ailleurs, je n'ai mis qu'une seule espèce. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont releases, mais c'est grosso modo des espèces qui sont les plus ubiquistes, qui sont capables de se développer n'importe où. Donc après, j'ai tendance à penser que la
protection de berges qui sont liées en fait à un fort trafic qui génère en fait beaucoup de baignage et beaucoup d'impact en fait sur les berges ne permet pas l'installation de quoi que ce soit d'autre, sauf aménagement particulier. Mais ça reste en fait juste sur les espèces de verre thérapeutique. En tout cas, nous, donc moi je travaille au contrat de Rivière-Espolis, en tout cas au niveau de la pollution des secours, quand on a été ramasser les poissons qui étaient en train d'accoliter, on a vraiment remarqué... Bien parlé dans le micro, si tu veux bien. On a remarqué en tout cas qu'ils allaient vraiment se réfugier dans les zones un petit peu annexes, dans les darses, dans les ports justement, où ils pouvaient un petit peu essayer d'avoir un peu de répit. On s'est rendu compte qu'il y en avait très peu, en tout cas en Wallonie, justement, ou dans les confluences des cours d'eau. Et par contre, on a le sentiment, après c'est dans des études ou quoi, mais que par exemple en Flandre ou sur la Lys, où les bras morts, les coupures sont connectées encore au fleuve, c'est souvent des zones de refuge vachement intéressantes justement. Et donc, voilà, mais effectivement, j'ai pas d'informations concrètement si plus de bateaux, plus de tonnage va vraiment influencer la biodiversité du fleuve. Mais avec l'intuition, on pourrait penser que oui, en tout cas. Bon, peut-être un sujet pour les années qui viennent. Allez. On va du côté de David. Juste pour compléter, alors effectivement, sur le passage des bateaux, je n'ai pas forcément beaucoup de données à apporter, mais par contre, l'adaptation, l'aménagement du cours d'eau pour le rendre compatible avec la navigation, ça va être source de destruction d'habitat extrêmement importante. Et ça, je pense que c'est l'effet principal de la navigation. Et il y a un autre aspect, c'est la connexion des bassins entre eux par la création des canaux, qui, sur la thématique des espèces exotiques envahissantes, est particulièrement prenante. Voilà, la dissémination du gobier à tache noire, voilà, il y a un lien direct dans son passage d'un bassin à un autre via les canaux. Forcément, si on lui facilite la tâche, Voilà. j'ai envie de dire... Alors, ça peut être positif pour le castor, pour des espèces aussi. Merci David. Monsieur qui s'est déjà exprimé tout à l'heure, notre ami corse, à moitié corse, si j'ai bien compris ce qu'il nous a dit tout à l'heure. On vous réécoute avec plaisir. Il y a un truc qui me gêne un petit peu. On parle pour l'aménagement des cours d'eau et pour un tas de raisons qui tiennent aussi à un réaménagement, enfin une reconquête de la biodiversité. On parle de faire sauter les seuils sur les cours d'eau. Alors sur les grands cours d'eau, il y a peut-être peu de seuils. L'ESCO en lui-même, un des intervenants disait qu'il y avait peu de seuils. Sur les affluents, il y en a beaucoup. Et sur les petits affluents, il y en a beaucoup. Et je me demande, au vu de ce que j'entends, si quelquefois les seuils ne pourraient pas avoir un rôle conservateur pour un tas d'espèces, dans la mesure où ils créent peut-être des isolats et ils empêchent, par exemple, le crabe chinois de remonter, ou telle écrevisse, ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si on peut réussir à faire la part des choses. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus, sur l'opportunité ou pas de faire sauter les seuils, vu d'un point de vue des espèces dominantes? C'est vrai qu'on rêve tous de... Moi, je rêve de voir du saumon remonter chez nous, mais bon, c'est peut-être pas demain la veille. Et par contre, si pour l'idée de faire remonter du saumon, on ouvre la voie à un tas d'espèces qui, elles, vont diminuer la biodiversité, est-ce qu'il n'y a pas là un truc qu'il faut penser, analyser, étudier, je sais pas. Ça vous inspire, Guillaume? Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une réponse. En fait, c'est une question d'équilibre. Effectivement, on efface les seuils pour certaines espèces, et malheureusement, une fois qu'on ouvre les couloirs, il y a d'autres espèces qui peuvent effectivement évoluer et en profiter. Donc, effectivement, voilà, c'est favorable et défavorable. Après, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Les espèces exotiques envahissantes, elles vont souvent s'implanter dans des milieux un peu uniformes, perturbés, où la biodiversité ne se porte pas forcément très très bien. Donc quelque part, ça rejoint un petit peu les échanges qu'il y a eu précédemment. Et comme c'était également précédemment, attention aux sédiments. Quand on supprime les obstacles, c'est pas seulement pour les espèces, c'est aussi par des attention aux sédiments. Et vous avez raison, il faut bien regarder la tâche de l'environnement. Allez, on va conclure cette matinée avec une dernière prise de parole, si ça inspire quelqu'un. Ça sera là-bas. Rebonjour. On parle d'espèces invasives sur le territoire, mais est-ce qu'il y a des spots
c'est assez partagé. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir une vision ou tout blanc ou tout noir. Par exemple, les écrevisses américaines peuvent être des sources d'alimentation pour la reproduction, notamment de la loutre, qui va entraîner un succès reproducteur plus fort, en Camargue également. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de pouvoir faire de toujours mettre les choses d'un côté ou de l'autre, mais il n'empêche, par rapport aux chiffres qu'on a pu montrer tout à l'heure, qu'elles ont quand même beaucoup plus d'impact négatif. Avec, par exemple, si on prend une plante dans une mare, elle va complètement coloniser et il n'y aura plus rien d'autre. Donc il y a souvent plus d'impact négatif quand même que d'effets positifs, mais il est possible aussi qu'il y ait quelques effets positifs aussi sur les espèces exotiques envahissantes. Is there any situation where we could gain from preserving one of those exotic species? That's the sense of the question. Of course, it's difficult to say, but I mean, these species, they're a very specific subgroup of quite damaging species. What they call the rule of 10,000 introduced exotic species. One will become truly problematic, which are these. So we focus really on these because they are very problematic. Others, they could have, or could be more integrated in our ecosystem with less issues. But concerning these, it's very important that we manage them properly and try to eradicate them as well as we can. Donc vous êtes à peu près d'accord effectivement sur voilà, des espèces avec moins d'enjeux, pourquoi pas, mais pour le reste, soyons prudents, soyons vigilants, on a plus d'intérêt à les éradiquer qu'à essayer de leur trouver malgré tout une zone sur laquelle se déployer, parce que je retiens en tout cas de ce qui vient d'être dit par Nicolas et puis par vous aussi Guillaume. Voilà, moi je ne suis pas interprète, hein, je fais la traduction minute, mais j'espère que vous aurez pu en tirer avantage néanmoins.